Pour la Chine, les États-Unis sont la plus grande menace, une force puissante juste à sa porte. En tentant de suivre le rythme, la Chine s'est alliée à la Russie. Mais au lieu de gagner en puissance, elles se sont isolées davantage. Pendant ce temps, les États-Unis ont des alliés partout dans le monde et le pouvoir de projeter leurs forces où ils le souhaitent. Alors, qu'est-ce qui terrifie tant la Chine et la Russie à l'idée d'affronter l'Amérique ? Décortiquons exactement pourquoi ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, en commençant par un examen plus approfondi de leur armée, économie et stratégie, et pourquoi les États-Unis restent la plus grande puissance mondiale. Nous commencerons peut-être par la différence la plus évidente entre les trois pays, leurs dépenses militaires et leur budget. Selon les statistiques les plus récentes, les États-Unis. Le budget militaire pour 2023 était d'environ 916 milliards. Comparez cela aux Chinois, ou plus précisément, à l'armée de libération du peuple du Parti communiste chinois, ou PLA, qui avait un budget de 2023 d'environ 296 milliards de dollars. Cela signifie que les États-Unis dépensent plus de 3 fois plus pour leur système de défense nationale que la Chine. Les dépenses militaires des États-Unis représentent près de 40% des budgets de défense mondiale, la Chine se classant deuxième avec environ 13% des dépenses mondiales. La Russie est encore plus désavantagée. Hors dépenses liées à la guerre en Ukraine, le budget militaire russe pour 2021 s'élevait à environ 66 milliards de dollars. Ces dernières années, cela a presque doublé. L'augmentation du budget russe pourrait s'expliquer par l'injection de bien plus de ressources dans la guerre par la Russie. Cela indique également ce qui pourrait arriver aux États-Unis et à la Chine en cas de conflit théorique. Pour référence, les budgets militaires des pays ne représentent qu'une fraction de leurs économies respectives, mesurées en PIB ou produit intérieur brut. Les États-Unis dépensent environ 3,5% de leur produit intérieur brut pour la défense nationale, un pourcentage relativement élevé en Occident. En revanche, la Chine dépense environ 1,6% de son produit intérieur brut pour la défense. Si la Chine décidait de dépenser autant que les États-Unis pour son armée, elle devrait y consacrer près de 5% de son budget, ce qui nuirait probablement au reste de son économie. Encore une fois, la Russie est bien pire à cet égard. Son budget militaire de 2021 était déjà d'environ 3,7% de son produit intérieur brut. Avec le budget doublé, et l'économie prenant un coup à cause des sanctions occidentales, le pourcentage a grimpé en flèche à 7%. Encore plus dangereusement pour la Russie, son annonce de budget de 2024 estimait que les dépenses militaires représentaient près de 40% du budget total de son gouvernement. Cela signifie que la Russie canalise de l'argent vers son armée, au détriment d'autres secteurs, ce qui pourrait avoir des conséquences durables pour son économie. Et même alors, le pays pouvait à peine gratter une portion de ce que les États-Unis ou la Chine dépensaient pour leurs armées. Mais mettons les budgets dans une perspective plus historique. Entre la fin de la guerre froide en 1991 et 2021, les États-Unis ont dépensé 19 000 milliards de dollars pour la défense nationale. Cette dépense est de 16 billions de dollars de plus que ce que la Chine a dépensé, et presque autant que le reste du monde combiné sur la même période. La différence flagrante entre les dépenses des États-Unis et celles de la Chine montre à quel point les États-Unis ont réellement pris de l'avance sur la scène militaire au cours des 30 ou même 60 dernières années. Ce contraste est illustré par l'ampleur des avancées technologiques dans l'armée américaine et le peu de progrès réalisés par la Chine pour rattraper son retard, malgré des efforts acharnés. Examinons quelques exemples clés de projection de puissance militaire, principalement dans les forces navales et aériennes des deux nations. L'US Air Force a sans doute la plus grande flotte d'avions de type chasseur au monde. Elle utilise principalement ce qui est communément considéré comme des avions de 5e génération, tels que les F-22 et F-35, qui sont en service depuis 2005 et 2015 respectivement. Cependant, elle possède également de nombreux avions plus anciens de 4e génération, les F-16C rendus obsolètes par des conceptions plus récentes. D'autre part, la Chine a débuté le 21e siècle avec principalement des avions de 2e génération soviétiques, qu'elle a remplacés par des équivalents de 3e et 4e génération, notamment le Chengdu J-10 d'ici 2017. On pourrait penser que le progrès suivrait, mais ce n'a pas été le cas. Le chasseur J-20 de la Chine, considéré de 5e génération, souffre de problèmes de moteur et d'un manque de furtivité réel malgré plusieurs refontes. La conception du moteur a été remplacée au moins 4 fois, afin de mettre l'avion au niveau des capacités de dernière génération. Le pays aurait accéléré la modernisation du J-20 grâce à la récupération d'un F-117 américain de 3e génération tombé, selon des rapports. Avion d'attaque furtive du Kosovo, et en volant des informations liées au développement du F-35 au début des années 2000.
Il manque beaucoup à la J-20 pour en faire un solide combattant de 5e génération, comparable au F-22. En somme, la technologie des avions de chasse chinois accuse un retard de 15 à 20 ans sur celle des États-Unis. Plus important encore, les États-Unis. L'armée de l'air projette sa puissance militaire dangereusement près de la frontière chinoise. Cela est dû au fait que les États-Unis maintiennent plus de 750 bases militaires dans plus de 80 pays à travers le monde. En particulier, l'armée américaine stationne plus de 50 000 troupes uniquement au Japon, qui maintient un contrôle direct sur des îles vitales dans la mer de Chine orientale. De plus, les bases militaires américaines sont dispersées autour de la mer de Chine méridionale, surtout près du détroit de Malacca. Le détroit est un point de contentieux pour l'économie chinoise, car la plupart de son commerce naval avec l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique doit y passer. L'US Air Force et la Marine ont essentiellement projeté leur puissance directement contre les revendications chinoises dans ces deux mers. Ceci est principalement pour créer une séparation entre la Chine continentale et Taïwan, un pays que la Chine a dans son viseur depuis leur séparation. Selon un rapport du groupe de réflexion RAND qui compare les États-Unis et l'efficacité militaire chinoise, 2 scénarios possibles pourraient se produire si les États-Unis. La Chine et Taïwan entrent en guerre, avec la majorité des combats se déroulant autour du détroit de Taïwan, plus proche de la Chine continentale. L'autre est que les premières frappes auraient lieu autour des îles Spratly dans la mer de Chine méridionale ou au large de l'archipel japonais, Okinawa étant un grand aéroport à usage américain, dans la mer de Chine orientale, l'option précédente étant celle considérée pour examen. Selon RAND dans les deux scénarios, l'US Air Force peut imposer sa supériorité aérienne sur les eaux chinoises grâce à sa technologie furtive avancée et son grand arsenal d'avions de chasse et multirôles. La supériorité aérienne diminuerait en approchant ou en pénétrant le continent chinois. Mais l'US Air Force a un autre atout pour le combat sur le continent. Bombardier furtif. La technologie furtive américaine, notamment sur les B-1B et B-2, est quasiment inégalée au monde. Ceci est encore renforcé par le fait que les États-Unis possèdent peut-être les bombes de pénétration les plus avancées, comme l'unité de bombe guidée, 57 pénétrateurs à munitions massives ou PSMM, une bombe de 30 000 livres qui peut percer jusqu'à 60 pieds de béton armé. Même les plus petits cousins des pénétrateurs à munitions massives, l'unité d'alerte à la bombe, 109 de 2000 livres, et l'unité de bombe guidée, 72 de 5000 livres, ont été améliorés avec des systèmes de guidage et de positionnement intelligents, qui leur permettent de fonctionner relativement indépendamment du bombardier. Une fois combiné, l'US Air Force peut envoyer les bombardiers des milliers de miles à l'intérieur des terres, puis déployer des bombes intelligentes, ciblant directement les casemates renforcées pour décimer les stocks d'armes, les bases militaires ou les centres de commandement vitaux de l'ennemi. Dans le scénario des Spratly, les bombardiers sont encore plus efficaces, car les cibles principales, situées sur la côte, sont moins bien protégées par des défenses en couche que celles de l'intérieur des terres. L'US Air Force est également sur le point de déployer le premier avion de 6e génération au monde. Le Northrop Grumman Bevind et un Raider a effectué son vol inaugural en 2023. L'avion devrait avoir une capacité opérationnelle nettement supérieure à celle de ses prédécesseurs, tout en étant moins cher à entretenir. L'armée américaine a commandé au moins 100 de ces avions, avec la possibilité d'en utiliser plus de 200. L'avion est prévu pour entrer en service militaire d'ici 2027, après quoi il commencera à remplacer tous les bombardiers actuels que l'United States Air Force utilise. Grâce à la réduction des coûts, la flotte de bombardiers du pays pourrait s'agrandir dans les décennies à venir, tout en profitant des avancées technologiques. Il y a un autre aspect des bombardiers furtifs et de leurs charges explosives qui peut directement mettre en danger la Chine et la Russie. Les bombardiers peuvent être utilisés pour désactiver les missiles nucléaires et les silos à ogives des deux pays sans les États-Unis, utilisant son propre arsenal nucléaire. La guerre froide a entraîné une prolifération d'ogives nucléaires aux États-Unis et à l'Union soviétique. Dans les années après la guerre froide, les États-Unis et la Russie ont progressivement réduit leur stock d'ogives nucléaires déployées. Les estimations modernes suggèrent que les deux pays ont maintenu environ 1700 missiles nucléaires en déploiement actif et entre 2000 et 4000 ogives nucléaires en stockage, selon la rapidité de leur retrait. Selon la Fédération des scientifiques américains, la Chine ne possède qu'environ 400 ogives, dont 24 déployées sur des missiles intercontinentaux et dans des bases de bombardiers lourds. Pourquoi est-ce important ? Parce que bien que la Chine et la Russie possèdent d'importantes réserves nucléaires, la grande majorité de leurs ogives restent stockées, plutôt que déployées activement. L'Institut des Nations Unies, pour la recherche sur le désarmement, et la Fédération des scientifiques américains indiquent que la Russie stocke la plupart de ses missiles et ogives terrestres dans des bunkers souterrains, en particulier sur la péninsule de Kola et près des principaux centres de population dans la partie européenne du pays.
Considérant que les États-Unis sont un membre actif de l'OTAN, les États-Unis, l'armée de l'air pourrait théoriquement utiliser cette alliance pour transporter directement ses bombardiers à la frontière OTAN-Russie, en Europe de l'Est ou du Nord. De là, les silos nucléaires sont faciles à atteindre, contournant efficacement l'océan Arctique, autre point d'entrée possible. Les États-Unis pourraient même ne pas avoir besoin d'utiliser des bombardiers dans ce but. Tomahawk et Joint Air to Surface, stand-off missiles ou missiles de croisière à portée d'impasse, dont les États-Unis et ses alliés sont estimés avoir un stock collectif d'environ 7500, sont considérés comme une puissance de feu conventionnelle suffisante pour submerger la dissuasion de la Chine et de la Russie. Ces dernières années, les États-Unis ont aussi développé le système de déploiement rapide Dragon, mettant en avant sa capacité de pénétration à longue portée. Le système permet à des avions de transport non modifiés de transporter et déployer des missiles de croisière, les transformant en bombardiers air-sol. Les avions de transport ayant une capacité de transport bien supérieure aux bombardiers. La capacité de l'US Air Force à déployer simultanément des missiles de croisière et des frappes de bombes peut augmenter exponentiellement dans les années à venir. Le B-52 et le système Dragon rapide peuvent déployer des missiles nucléaires, signifiant que les États-Unis peuvent le faire aussi, peuvent aussi initier une première frappe nucléaire. C'est très improbable, car diverses politiques instaurées ces 40 dernières années, visant justement à freiner la production et le déploiement d'armes nucléaires. Toutefois, les États-Unis et la Russie ont laissé expirer la plupart des accords nucléaires, sans les renouveler, ce qui signifie qu'ils n'ont plus de contrôle ni de supervision sur les déploiements nucléaires de l'autre. Ce concept n'est pas particulièrement inquiétant pour les États-Unis, comme cela pourrait apparaître au premier abord. Souvenez-vous, les États-Unis. La Russie peut toujours mener des frappes conventionnelles, capables de neutraliser les sites de lancement nucléaires russes. L'inverse est peu probable, puisque les États-Unis. Les ogives sont stockées plus à l'intérieur des terres, et la Russie n'a pas les mêmes capacités furtives. Sa seule solution serait les missiles balistiques intercontinentaux, détectables probablement 10 minutes après le tir. De plus, avec le recul militaire de la Russie, la guerre en Ukraine a presque inversé la capacité du pays à projeter son influence géopolitique et militaire à l'étranger. L'ampleur des sanctions occidentales, qui ont commencé en 2022, a amené la Russie à dépendre économiquement de la Chine, à tel point qu'il a été estimé que la Chine représentait plus d'un tiers des exportations de la Russie. Cela implique que la Russie devra probablement imiter la Chine, dont la capacité nucléaire et de défense est bien inférieure à celle des États-Unis. Même au-delà de la présence de l'armée de l'air américaine, les États-Unis, la marine est probablement encore loin devant la Chine. Le plus notable est le fait que les États-Unis ont 11 porte-avions, tandis que la Chine n'en a que 2. Cela permet à la marine et à l'armée de l'air américaine de mener des attaques dévastatrices plus près des eaux chinoises que ce que la Chine pourrait repousser. De plus, le porte-avions chinois le plus récemment développé, le Fujian, est considéré comme un échec en termes de capacité offensive, défensive et stratégique par rapport au navire américain Gerald R. Ford. Cependant, une guerre autour de Taïwan pourrait ne pas exiger que la Chine déploie un porte-avions, en utilisant plutôt les capacités à longue portée de sa marine pour compenser la différence. Bien que la Chine soit considérée comme ayant la marine la plus grande et peut-être légèrement plus rentable, les États-Unis restent en tête en nombre et en pertinence de grands navires de guerre. Cela inclut les destructeurs, où les États-Unis disposent d'environ 50% de navires en plus à déployer que la Chine, qui a néanmoins plus de navires légèrement blindés, qui sont peu susceptibles d'être aussi adaptés dans les guerres côtières et en haute mer que les grands navires. De plus, dans un scénario hypothétique où les États-Unis, les marines américaines et chinoises se font face, les États-Unis pourraient demander l'aide de leurs alliés. Cela comprend la Corée du Sud, qui a la 5e marine la plus forte, et le Japon, 6e puissance mondiale. Les 3 alliés pourraient concentrer leurs efforts sur la mer de Chine méridionale ou orientale, créant une force navale écrasante que la Chine ne pourra pas égaler. La guerre littérale ou côtière entre la Chine et les États-Unis favorise plus les États-Unis, en raison de ses efforts continus pour moderniser les Marines. Conception de la force. 2030 pourrait recentrer les Marines en une force entièrement opérationnelle, autonome et à longue distance grâce au réinvestissement et à la restructuration. Cela a commencé avec le corps des Marines qui a retiré les chars, les ponts et même l'artillerie de remorquage de ses fournitures. Les Marines seront plutôt rééquipées et reformées afin d'établir des bases militaires provisoires sur les îles, notamment dans l'Indo-Pacifique. Les Marines utiliseront des missiles longue portée et des drones, dont la technologie a considérablement progressé, en partie grâce à la guerre en Ukraine. Cela permettrait aux Marines de devenir une force efficace de reconnaissance, contre-espionnage et dissuasion navale.
Les Marines sont en train d'être reconvertis de la réponse à la crise au déni de mer, ce qui pourrait être interprété comme une contre-mesure directe à la Chine et à ses efforts pour accroître son influence à travers les mers de Chine méridionale et orientale. Les États-Unis détiennent toujours un avantage insurmontable en guerre navale anti-surface, notamment grâce à leurs sous-marins, avions et navires, qui peuvent neutraliser la capacité de transport amphibie chinoise. Le transport maritime, vers la terre. L'étude de RAND a montré que la Chine a réduit son désavantage dans cette catégorie, mais seulement en doublant presque le nombre de navires exploités entre 1996 et 2017. La capacité de destruction des États-Unis est réduite car il y a beaucoup plus de cibles à atteindre. Cependant, RAND a estimé qu'avec ces chiffres, les États-Unis pourraient détruire environ 40% de la flotte chinoise en seulement une semaine. Ils paralyseraient également la capacité de la Chine à mener des campagnes littorales et à ravitailler ses navires en mer ouverte. Il y a un autre aspect clé qui serait tout aussi important pour donner aux États-Unis. L'avantage sur la Chine, l'expérience. Pendant et après la guerre froide, les États-Unis et l'OTAN ont déployé leurs armées dans des missions à l'étranger, comme la guerre contre le terrorisme qui a duré 20 ans, permettant aux États-Unis de les utiliser, et à ses alliés d'utiliser leur développement militaire dans des campagnes réelles, et de restructurer et modifier leurs capacités opérationnelles en réponse à des situations de combat réelles. L'implication russe dans les conflits internationaux, surtout après la guerre froide, était généralement reléguée à l'envoi de frappes à longue portée ou à la vente d'armes à l'un des participants. La Russie a une expérience de combat limitée en utilisant ses troupes pour réprimer les insurrections dans l'ex-pays soviétique, comme la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Moldavie et l'Ukraine. Pour la plupart de ces événements, la Russie avait un avantage numérique et technologique définitif. De plus, la Russie combattait des personnes formées par la doctrine militaire soviétique et utilisant des armes soviétiques. Cela a donné à la Russie un aperçu sans précédent de la stratégie et de la technologie de son adversaire. La dernière guerre de la Chine remonte à la guerre sino-vietnamienne de 1979, il y a plus de 45 ans. Quelques vestiges de tactique et de personnel de cette guerre subsistent, influençant la politique et la formation militaires actuelles de la Chine. Ainsi, les États-Unis ont réellement testé leurs tactiques et leur équipement de plusieurs manières. Le progrès technologique du complexe militaire est basé sur ses succès et ses échecs dans des scénarios réels. La Chine et la Russie ne pourraient recourir qu'à des tests et simulations purement théoriques, surtout face à des adversaires de niveau comparable. Les États-Unis ne vont pas non plus entrer en conflit contre la Chine ou la Russie seuls. À l'ouest, il y a l'alliance de l'OTAN qui borde la Russie. Les pays de l'OTAN combinés, sans les États-Unis, possèdent probablement la deuxième meilleure et plus grande armée mondiale, avec environ 2 millions de membres actifs et un budget annuel d'environ 300 milliards de dollars. La France et le Royaume-Uni, membres de l'OTAN, possèdent leur propre stock d'armes nucléaires et systèmes de dissuasion. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont également d'importants développeurs d'armes, avec une technologie militaire équivalente à celle des États-Unis. Les pays de l'OTAN disposent souvent rapidement de matériel américain, après son déploiement par les États-Unis lui-même. À l'Est, les États-Unis font également partie du Quad, dialogue de sécurité quadrilatéral avec le Japon, l'Australie et l'Inde. L'adhésion de l'Inde est discutable, et étant membre des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud avec la Chine et la Russie. Mais l'Inde et la Chine se sont souvent affrontés sur la politique étrangère et les revendications territoriales dans l'Himalaya. De plus, le Japon et l'Australie ont une forte présence militaire, le Japon ayant la 6e plus grande marine mondiale. La Corée du Sud est également un allié vital des États-Unis, en particulier dans le conflit en cours avec la Corée du Nord, qui est par coïncidence soutenu par la Chine et la Russie. Le réseau d'alliances américains signifie qu'une offensive de la Chine ou de la Russie pourrait probablement dégénérer en un conflit impliquant des dizaines de pays sur au moins 3 continents, qui pourrait rapidement se transformer en la prochaine guerre mondiale. De plus, les choix récents de politique étrangère américaine peuvent varier selon le parti et le président en place. Il existe un contraste marqué entre l'administration du 45e président Trump en 2017-2020 et l'administration du 46e président Joe Biden de 2021 à 2024. Trump était une présence polarisante sur la scène mondiale, son administration allant parfois à l'encontre des actions du président. Trump avait souvent une vision favorable des pays autoritaires tels que la Russie et la Corée du Nord. Dans le cas de ce dernier, Trump est allé jusqu'à devenir le premier États-Unis, président à mettre le pied en Corée du Nord. Toutefois, cela s'est produit après que la Corée du Nord ait commencé à tester ses capacités nucléaires, ce qui a suscité une réponse très différente,
Les États-Unis répondraient à toute menace directe par une action militaire immédiate. Trump a été modéré avec la Russie, amenant beaucoup à suggérer qu'ils ont conspiré pour s'entraider dans leurs élections respectives. Malgré les comportements amicaux, les États-Unis ont imposé de multiples sanctions contre la Russie. Géopolitiquement, Trump a également critiqué les pays de l'OTAN, qui dépensent nettement moins en défense nationale que les États-Unis, comparativement en fonction du produit intérieur brut. La situation des dépenses n'a changé qu'après 2021, lorsque la plupart des membres de l'OTAN ont commencé à augmenter leur budget militaire vers le minimum recommandé de 2% du produit intérieur brut. En revanche, l'administration Biden s'est concentrée sur le maintien de ses alliances existantes, notamment avec l'OTAN, Israël et la Corée du Sud. L'administration Biden a joué un rôle crucial en imposant des contrôles sur la capacité de la Chine à importer de la technologie et à obtenir un levier et un financement en exportant des métaux et des produits chimiques, notamment vers l'Amérique latine et la Russie. Ces 8 années ont permis à l'administration américaine d'acquérir une précieuse expérience sur la réorientation et le maintien de ses alliances. Avec l'OTAN coupant la plupart de ses liens avec la Russie par le biais de sanctions économiques et l'arrêt des importations de gaz et de pétrole, il y avait moins de divergences entre les déclarations précédentes centrées sur Trump et les États-Unis. Texte incomplet, impossible de raccourcir sans perdre le sens. Ne quitterait pas l'alliance de sitôt, considérant que l'OTAN est devenue plus essentielle que jamais pour maintenir l'ordre en Europe de l'Est. Quel que soit le parti à la tête des États-Unis, il y a plus qu'assez de raisons pour que le pays maintienne son cap sur la sécurisation de ses alliances existantes et l'évitement de la Chine et de la Russie. Malgré les mesures économiques visant à empêcher les exportations de technologies, la Chine et la Russie risquent de continuer à prendre du retard par rapport aux États-Unis, en termes d'expansion des technologies militaires dans les prochaines décennies. Les États-Unis, en mettant en œuvre de nouvelles technologies, et en tirant des leçons des exemples du Moyen-Orient depuis le début des années 2000 et de la guerre des drones en Ukraine, sont plus que jamais prêts à défendre la démocratie dans le monde. Mais qu'en pensez-vous ? La Chine et la Russie vont-elles prendre de l'audace et déclarer la guerre aux États-Unis dans un avenir proche ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Et merci de nous avoir regardés. Allez maintenant vérifier si les États-Unis et la Chine vont en guerre. Qui perd, heure par heure ? Ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.